Marguerite avait 68 ans lorsque sa vie bascula. 68 années dont 30 passées aux côtés d'un homme qu'elle avait aimé plus que tout au monde. 30 années de sacrifices, de sourires partagés, de larmes essuyées en silence. 30 années à construire un foyer, à élever leurs enfants, à bâtir une existence commune pierre par pierre. Et tout cela s'était effondré en une seule phrase, 5 mots qui avaient traversé son cœur comme une lame glacée. « Pars, vieille femme ». Ces mots résonnaient encore dans sa tête, même des mois après les avoir entendus. Ce matin-là avait commencé comme tous les autres. Marguerite s'était levée à l'aube, comme elle le faisait depuis des décennies. Elle avait préparé le café de Robert, exactement comme il l'aimait, fort et sans sucre. Elle avait disposé ses tartines sur la table de la cuisine, beurre salé et confiture de framboise maison. Tout était en ordre, comme toujours. La maison brillait de propreté, les draps venaient d'être lavés, le jardin était impeccable. Marguerite avait consacré sa vie à cette perfection domestique, croyant que c'était ainsi qu'en témoignait son amour. Robert était descendu tard ce jour-là, ce qui était inhabituel pour un homme d'habitude si stricte. Il avait à peine touché à son petit déjeuner, repoussant la tasse de café après une seule gorgée. Marguerite avait remarqué sa nervosité, la façon dont ses mains tremblaient légèrement, dont il évitait son regard. Elle avait senti que quelque chose n'allait pas, mais jamais elle n'aurait pu imaginer ce qui allait suivre. Robert s'était éclairci la gorge plusieurs fois avant de parler. Sa voix était étrangement détachée, presque clinique. Il avait rencontré quelqu'un, avait-il dit. Quelqu'un de plus jeune, de plus dynamique. Quelqu'un qui le comprenait vraiment, qui partageait ses passions. Valérie avait 42 ans, travaillait dans son entreprise, et ils étaient amoureux. Amoureux. Ce mot avait fait l'effet d'une gifle à Marguerite. Et eux, alors? Et ces 30 années? Et tous ces moments partagés. Si vous aimez cette histoire, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne rien manquer de la suite. Robert avait continué, imperturbable, comme s'il récitait une liste de courses. Il voulait divorcer. Il voulait vendre la maison. Il voulait recommencer sa vie. À 70 ans, il se sentait revivre, disait-il. Marguerite l'avait regardé parler, incapable de prononcer un mot, la gorge nouée par l'émotion. Comment l'homme qu'elle avait aimé pouvait-il se transformer ainsi en étranger? Comment pouvait-il effacer 3 décennies d'une simple déclaration? Elle avait essayé de raisonner avec lui, de lui rappeler tout ce qu'ils avaient vécu ensemble. La naissance de leurs 3 enfants, les vacances en Bretagne chaque été, les difficultés surmontées main dans la main. Elle lui avait parlé de son cancer, 10 ans plus tôt, quand elle était restée à ses côtés jour et nuit à l'hôpital. Elle lui avait rappelé la faillite de son entreprise, qu'ils avaient traversée ensemble, quand elle avait pris 2 emplois pour maintenir le foyer à flot. Robert avait balayé tout cela d'un geste de la main. Le passé était le passé, avait-il dit. Il fallait vivre au présent. Et son présent, c'était Valérie. Marguerite avait senti la colère monter en elle, une rage qu'elle ne se connaissait pas. Elle avait élevé la voix pour la première fois en 30 ans de mariage. Elle lui avait dit ses 4 vérités, lui avait rappelé qu'elle avait sacrifié sa carrière de professeur pour s'occuper de lui et des enfants, qu'elle avait renoncé à ses rêves pour soutenir les siens. C'est à ce moment-là que Robert avait prononcé ces mots terribles. Son visage s'était durci, ses yeux s'étaient fait froid. Il s'était levé, l'avait regardée de haut, et avait dit avec un mépris qu'elle ne lui avait jamais vu. « Pars, vieille femme. Tu ne m'intéresses plus. Tu es fatiguée, usée, et tu ne comprends rien à la vie. Valérie, elle, est vivante. Toi, tu n'es qu'une ombre du passé. » Marguerite était restée pétrifiée. Vieille femme. Il l'avait appelée vieille femme. Comme si elle n'avait jamais été sa femme, sa compagne, la mère de ses enfants. Comme si elle n'était qu'un objet obsolète qu'on remplace par un modèle plus récent. Les larmes étaient montées à ses yeux, mais elle avait refusé de les laisser couler devant lui. Elle ne lui donnerait pas cette satisfaction. Cette nuit-là, Marguerite n'avait pas dormi. Elle était restée assise dans le salon, dans le noir, à repenser à toute sa vie. Elle s'était mariée jeune, à 23 ans, amoureuse d'un homme charmant et ambitieux. Elle avait cru aux contes de fées, à l'amour éternel. Elle avait mis sa carrière de côté quand leur premier enfant était né, comme il était courant de le faire à l'époque. Robert gagnait bien sa vie, il semblait logique qu'elle s'occupe du foyer. Les années avaient passé, douces et monotones. Marguerite avait trouvé du sens dans son rôle de mère et d'épouse. Elle organisait des dîners parfaits pour les collègues de Robert, elle tenait la maison avec une précision militaire, elle veillait sur chaque membre de la famille avec dévouement. Les enfants avaient grandi, avaient quitté la maison un par un.
Claire vivait désormais à Lyon avec son mari et ses 2 enfants. Thomas travaillait à Paris dans la finance. Sophie était partie à l'étranger, en Australie, où elle dirigeait une galerie d'art. Maintenant que vous connaissez le début de cette histoire bouleversante, pensez à vous abonner pour découvrir comment Marguerite va se venger. Le nid s'était vidé progressivement, et Marguerite s'était retrouvée seule avec Robert. Elle avait espéré que ce serait une nouvelle étape de leur vie, un retour à la complicité de leur début. Mais Robert était devenu de plus en plus distant. Il passait de longues heures au bureau, rentrait tard, ne parlait presque plus. Marguerite avait mis cela sur le compte du stress professionnel, de l'âge, de la routine. Elle n'avait jamais imaginé qu'il y avait quelqu'un d'autre. Au petit matin, Marguerite avait pris une décision. Elle ne partirait pas. Elle ne se laisserait pas écraser ainsi. Mais elle ne resterait pas non plus dans cette maison, témoin silencieux de son humiliation. Elle allait partir, certes, mais à ses conditions. Et surtout, Robert allait regretter amèrement ce qu'il avait fait. Elle allait lui montrer qu'on ne détruit pas impunément la vie d'une femme après 30 ans de mariage. Et la première chose que fit Marguerite fut de consulter un avocat. Maître Dubois était une femme d'une 50aine d'années, spécialisée dans les divorces conflictuels. Elle avait écouté l'histoire de Marguerite avec attention, prenant des notes méthodiquement. Puis elle avait relevé la tête avec un sourire qui n'augurait rien de bon pour Robert. Il y avait beaucoup à faire, avait-elle dit. Et Robert allait payer pour sa cruauté. Maître Dubois avait expliqué à Marguerite tous ses droits. Après 30 ans de mariage, elle avait droit à la moitié de tous les biens acquis pendant le mariage. La maison, les comptes en banque, les placements, la résidence secondaire en Provence, tout serait divisé. De plus, Robert devrait lui verser une prestation compensatoire substantielle, car elle avait renoncé à sa carrière pour s'occuper de la famille. Cette prestation pourrait se chiffrer en centaines de milliers d'euros. Mais Marguerite voulait plus que de l'argent. Elle voulait que Robert comprenne la douleur qu'il lui avait infligée. Elle voulait qu'il mesure ce qu'il avait détruit. L'avocat avait souri à nouveau. Il existait des moyens légaux de rendre le divorce long, complexe et coûteux. Très coûteux. Marguerite avait acquiescé. Elle voulait que chaque jour de cette procédure soit un rappel à Robert de son erreur. La deuxième étape du plan de Marguerite fut d'informer ses enfants. Elle les avait appelés un par un, leur avait expliqué la situation avec calme et dignité. Leur réaction avait été immédiate et violente. Claire avait pleuré au téléphone, incrédule. Thomas avait juré qu'il ne parlerait plus jamais à son père. Sophie avait pris le premier avion pour rentrer de Sydney. Les enfants étaient scandalisés par le comportement de leur père, et plus encore par la façon dont il avait traité leur mère. Abonnez-vous maintenant pour ne pas manquer la suite de cette vengeance spectaculaire. Robert avait essayé de les contacter, de leur présenter Valérie, de leur faire comprendre qu'il avait le droit d'être heureux. Mais les enfants avaient refusé de le voir, refusé de rencontrer sa maîtresse. Pour eux, leur père avait trahi non seulement leur mère, mais toute la famille. Les fêtes de famille auxquelles Robert tenait tant, les réunions dominicales qu'il organisait avec fierté, tout cela était terminé. Il se retrouvait seul, coupé de ses enfants et de ses petits-enfants. Marguerite, quant à elle, avait trouvé refuge dans un petit appartement en centre-ville, loué avec l'argent qu'elle avait réussi à mettre de côté au fil des années. Ce n'était pas grand, mais c'était à elle. Pour la première fois depuis des décennies, elle vivait dans un espace qui n'appartenait qu'à elle. Elle avait décoré l'appartement à son goût, avec des couleurs vives et des tableaux modernes que Robert aurait détestés. Elle s'était inscrite dans une salle de sport, avait commencé à prendre soin d'elle comme elle ne l'avait jamais fait. Elle avait aussi repris contact avec d'anciennes amies qu'elle avait négligées pendant son mariage. Robert n'aimait pas qu'elle sorte seule, n'appréciait pas ses amies qu'il trouvait trop bruyantes ou trop libres. Marguerite s'était progressivement isolée, consacrant tout son temps à sa famille. Maintenant, elle redécouvrait le plaisir de l'amitié féminine, des longues conversations autour d'un café, des rires partagés, de la solidarité entre femmes. C'est par l'une de ses amies, Sylvie, ancienne collègue de l'époque où elle enseignait, que Marguerite eut une idée brillante pour sa vengeance. Sylvie était devenue directrice d'un lycée réputé et elle cherchait justement des professeurs de littérature pour la rentrée prochaine. Elle avait proposé à Marguerite de revenir enseigner, même à temps partiel. Marguerite avait hésité, se trouvant trop vieille, trop rouillée. Mais Sylvie avait insisté. Elle avait l'expérience, la passion,
Et les élèves avaient besoin de professeurs comme elle. Marguerite avait accepté. Elle avait commencé à préparer ses cours, à relire les classiques de la littérature française, à se plonger dans les auteurs contemporains qu'elle ne connaissait pas. Elle avait retrouvé cette flamme qu'elle avait cru éteinte, cette passion pour les mots, pour les histoires, pour la transmission du savoir. Elle se sentait renaître, comme si elle sortait d'une longue hibernation. Pendant ce temps, la procédure de divorce avançait, lentement, méthodiquement. Maître Dubois faisait exactement ce qu'elle avait promis. Chaque semaine apportait son lot de convocations, de documents à signer, d'expertises à réaliser. La maison devait être évaluée, les comptes scrutés, les biens listés. Robert s'impatientait, voulait que tout aille plus vite. Il voulait épouser Valérie, commencer sa nouvelle vie. Mais la justice avait ses propres délais, et l'avocat de Marguerite savait parfaitement comment les utiliser. N'oubliez pas de vous abonner pour suivre cette incroyable histoire de vengeance. Robert avait dû engager un avocat très cher pour défendre ses intérêts. Les honoraires s'accumulaient, creusant un trou dans ses finances. De plus, il devait continuer à payer toutes les charges de la maison familiale, même s'il n'y vivait plus. Il avait loué un appartement pour lui et Valérie, ce qui représentait un loyer supplémentaire. Il devait aussi verser une pension alimentaire provisoire à Marguerite en attendant le jugement final. L'argent commençait à manquer. Valérie, qui avait cru décrocher le gros lot en séduisant un homme établi et fortuné, commençait à déchanter. L'appartement qu'il louait était modeste, bien loin du luxe de la maison familiale. Robert était stressé en permanence, obsédé par le divorce et ses coups. Il n'était plus l'homme charmant et attentionné qu'elle avait connu au bureau. Les disputes commençaient à éclater entre eux, de plus en plus fréquentes, de plus en plus violentes. À U bureau, les collègues de Robert avaient appris sa liaison avec Valérie. Les ragots allaient bon train. Certains le jugeaient sévèrement, d'autres se moquaient de lui. Il était devenu la risée de l'entreprise, le vieux qui avait quitté sa femme pour une jeunesse désespérée. Sa réputation en avait pris un coup. Même professionnellement, il sentait qu'on ne le respectait plus autant qu'avant. Marguerite, de son côté, s'épanouissait de jour en jour. La rentrée scolaire était arrivée, et elle avait repris le chemin du lycée avec une excitation qu'elle ne se connaissait plus. Ses élèves l'avaient adoptée immédiatement. Elle avait cette capacité rare de rendre la littérature vivante, de faire résonner les mots des grands auteurs avec la vie quotidienne des adolescents. Elle organisait des débats passionnés sur Molière, faisait découvrir Colette et Marguerite Duras avec enthousiasme, initiait ses élèves à la poésie contemporaine. Elle avait retrouvé une raison de se lever le matin, un but qui n'avait rien à voir avec servir quelqu'un d'autre. Elle existait pour elle-même, par elle-même. Et cela se voyait. Ses amis lui disaient qu'elle avait rajeuni de 10 ans, qu'elle rayonnait. Elle avait changé sa coupe de cheveux, renouvelé sa garde-robe, osé des couleurs qu'elle n'aurait jamais portées avant. Elle s'était même inscrite à des cours de danse, elle qui n'avait jamais dansé de sa vie car Robert trouvait cela ridicule. Un jour, alors qu'elle sortait du lycée, Marguerite tomba sur un ancien ami de la famille, Pierre, qu'elle n'avait pas vu depuis des années. Pierre était veuf depuis quelques années, et il avait toujours eu de l'estime pour Marguerite. Ils avaient pris un café ensemble, puis un autre, puis un dîner. Pierre était doux, attentionné, cultivé. Il la faisait rire, chose que Robert n'avait plus fait depuis des années. Ils partageaient la même passion pour la littérature, allaient ensemble voir des pièces de théâtre, visitaient des expositions. Et si vous voulez savoir comment cette histoire se termine, abonnez-vous maintenant. Marguerite ne cherchait pas une nouvelle relation amoureuse, mais la compagnie de Pierre lui faisait du bien. Il lui rappelait qu'elle était encore désirable, encore intéressante, encore vivante. Un soir, après un concert, Pierre l'avait raccompagnée chez elle et l'avait embrassée. Marguerite avait d'abord été surprise, puis elle s'était laissée aller. C'était doux, tendre, et elle avait ressenti des émotions qu'elle croyait mortes depuis longtemps. Et la nouvelle de cette relation avait fini par parvenir aux oreilles de Robert, via les enfants. Sa réaction avait été explosive. Comment osait-elle ? Comment pouvait-elle le remplacer si vite ? Il avait appelé Marguerite, furieux, l'accusant de tous les maux. Marguerite avait écouté ses accusations avec un calme olympien, puis elle lui avait simplement dit qu'elle était libre de vivre sa vie comme elle l'entendait, exactement comme lui l'avait fait. Et elle avait raccroché. Cette conversation avait eu un effet dévastateur sur Robert.
Pour la première fois, il réalisait que Marguerite lui échappait définitivement. Il s'était imaginé qu'elle resterait là, dans l'ombre, à pleurer son départ, à espérer peut-être qu'il revienne. Mais elle avait tourné la page, elle était heureuse sans lui. Plus que cela, elle semblait plus heureuse qu'elle ne l'avait jamais été avec lui. Cette prise de conscience était insupportable pour son ego. Robert commença à douter de ses choix. Valérie n'était pas la femme parfaite qu'il avait cru voir. Elle était capricieuse, dépensière, et elle commençait à se plaindre de leur situation financière. Elle lui reprochait de ne pas avoir d'argent, de ne pas pouvoir lui offrir le niveau de vie qu'elle espérait. Les disputes étaient quotidiennes. Elle le trouvait vieux, fatigué, ennuyeux. Exactement ce qu'il avait reproché à Marguerite quelques mois plus tôt. L'ironie de la situation n'échappait à personne, sauf peut-être à Robert lui-même, trop orgueilleux pour l'admettre. Il avait sacrifié 30 ans de mariage, une famille unie, une réputation solide, pour une aventure qui se révélait être un mirage. Et pendant ce temps, Marguerite s'épanouissait, rayonnait, vivait enfin pour elle-même. Le jugement de divorce tomba finalement, après presque 2 ans de procédure. Comme l'avait prédit Maître Dubois, il fut favorable à Marguerite sur presque tous les points. La maison familiale devait être vendue et le produit de la vente divisé équitablement. Robert devait verser à Marguerite une prestation compensatoire de 400 000 €, payable sur 5 ans. Il devait aussi prendre en charge tous les frais de procédure, qui s'élevaient à une somme considérable. Robert était ruiné, financièrement et émotionnellement. Il avait tout perdu. Sa famille, sa réputation, son argent, et maintenant même Valérie, qu'il avait quittée dès qu'elle avait réalisé qu'il n'avait plus rien à lui offrir. Elle était déjà partie avec un autre homme, plus jeune, plus riche. Robert se retrouvait seul dans un petit appartement, avec des dettes et des regrets. Restez avec nous en vous abonnant pour découvrir la conclusion inattendue de cette histoire. Elle avait essayé de renouer avec ses enfants, mais ceux-ci restaient distants. Ils acceptaient de le voir de temps en temps, par obligation plus que par envie, mais la complicité d'autrefois avait disparu. Ils ne lui pardonnaient pas ce qu'il avait fait à leur mère. Ils ne lui pardonnaient pas d'avoir détruit la famille pour une lubie de vieux fou. Les petits-enfants ne le connaissaient même pas vraiment, ayant été tenus à l'écart pendant toute cette période. Un jour, Robert croisa Marguerite par hasard dans la rue. Elle était avec Pierre, et ils riaient ensemble. Elle portait une robe d'un bleu éclatant qui lui allait à merveille, ses cheveux courts encadraient son visage avec élégance. Elle était radieuse, métamorphosée. Robert eut du mal à reconnaître la femme fatiguée et effacée qu'il avait chassée de sa vie 2 ans plus tôt. Marguerite le vit et s'arrêta. Ils se regardèrent un instant, puis elle s'approcha. Robert s'attendait à de la colère, à des reproches, mais ce qu'il lut dans ses yeux était bien pire, de l'indifférence. Elle lui sourit poliment, lui demanda comment il allait, avec la même courtoisie qu'elle aurait eue envers un inconnu. Puis elle lui présenta Pierre, avec qui elle vivait désormais. Robert balbutia quelques mots, mal à l'aise. Il voulait s'excuser, lui dire qu'il avait fait une erreur, lui demander si peut-être, un jour, il pourrait. Mais Marguerite ne lui en laissa pas le temps. Elle lui dit simplement qu'elle était heureuse, qu'elle avait trouvé sa voie, et qu'elle lui souhaitait de trouver la sienne. Puis elle continua son chemin, au bras de Pierre, sans se retourner. Robert resta planté là, sur le trottoir, à les regarder s'éloigner. C'est à ce moment-là qu'il comprit vraiment ce qu'il avait perdu. Non pas une femme vieillie et fatiguée, comme il se l'était imaginé, mais une partenaire fidèle, une compagne dévouée, une femme remarquable qu'il avait détruite à petit feu pendant des années en la cantonnant à un rôle domestique. Et quand elle avait enfin eu la possibilité de se révéler, de briller, c'était avec quelqu'un d'autre. La vengeance de Marguerite n'avait pas été violente ni spectaculaire. Elle avait été bien plus terrible que cela, elle était devenue heureuse sans lui. Elle lui avait montré que sa vie ne s'arrêtait pas à lui, que son identité ne se résumait pas à être sa femme. Elle lui avait prouvé qu'elle était capable de se relever, de se reconstruire, de s'épanouir. Et ce bonheur qu'elle avait trouvé était le plus cruel des rappels de ce qu'il avait jeté par la fenêtre. Robert, lui, continuait à traîner son existence solitaire. Il avait pris sa retraite, contraint et forcé par ses problèmes financiers. Ses journées s'écoulaient, vides et monotones. Il voyait ses enfants quelques fois par an, lors de réunions familiales organisées par Claire où il se sentait comme un invité toléré plus que désiré. Il regardait Marguerite de loin lors de ces occasions, toujours rayonnante,
toujours entourée d'amis et de rires. Abonnez-vous pour ne manquer aucune de nos histoires bouleversantes. Les années passèrent. Marguerite continua d'enseigner jusqu'à sa retraite, qu'elle prit à 70 ans, non pas par obligation mais par choix. Elle voulait avoir plus de temps pour voyager, pour écrire le roman qu'elle avait toujours rêvé d'écrire, pour profiter de ses petits-enfants qu'il adorait. Pierre et elle ne s'étaient jamais mariés, préférant vivre ensemble sans contrainte légale, savourant chaque jour leur liberté choisie. Elle avait également créé une association pour aider les femmes victimes de divorces tardifs. Elle donnait des conférences, écrivait des articles, aidait d'autres femmes à se reconstruire après avoir été abandonnées par leur mari après des décennies de mariage. Elle était devenue une voix respectée dans le débat sur les droits des femmes seniors, sur la violence psychologique que représente le divorce gris, ce phénomène croissant où des hommes quittent leur épouse après des années de vie commune pour une femme plus jeune. Son livre, quand elle le publia enfin, fut un succès modeste mais réel. C'était un roman inspiré de son expérience, racontant l'histoire d'une femme qui renaît après avoir été rejetée. Les critiques avaient salué la justesse de l'écriture, la profondeur psychologique des personnages, la force du message. Marguerite avait fait des salons du livre, des dédicaces, des interviews. Elle était devenue, à sa façon, une petite célébrité dans le monde littéraire local. Robert, quant à lui, s'était encore plus enfoncé dans la solitude. Il avait développé des problèmes de santé, conséquence du stress et de ses habitudes de vie négligées. Il n'avait personne pour prendre soin de lui, personne pour l'accompagner à ses rendez-vous médicaux, personne pour le réconforter pendant les longues nuits d'insomnie où il ressassait ses erreurs. Un jour, il apprit que Marguerite allait recevoir une distinction honorifique pour son travail associatif. La cérémonie aurait lieu à la mairie, en présence du maire et de diverses personnalités locales. Tous ses enfants seraient présents, ainsi que ses petits-enfants. Robert n'était pas invité. Il regarda les photos de l'événement sur Internet, voyant Marguerite sourire, entourée de sa famille et de ses amis, honorée pour son engagement et son courage. C'est à ce moment-là que Robert écrivit une lettre à Marguerite. Une longue lettre où il lui présentait ses excuses, où il reconnaissait ses torts, où il lui expliquait qu'il avait compris trop tard la valeur de ce qu'il avait eu. Il lui disait qu'il était fier d'elle, qu'il admirait la femme qu'elle était devenue, qu'il regrettait profondément de ne pas avoir su voir cette femme extraordinaire quand elle était à ses côtés. Il ne lui demandait rien, pas même son pardon. Il voulait simplement qu'elle sache. Marguerite reçut la lettre un matin de printemps. Elle la lut dans son jardin, assise sur un banc au soleil, avec une tasse de thé à côté d'elle. Elle la lut une fois, puis une deuxième fois. Elle sentit une émotion monter en elle, mais ce n'était ni de la colère ni de la tristesse. C'était quelque chose qui ressemblait à de la compassion, teinté d'une pointe de mélancolie pour le temps perdu. Elle ne répondit pas à la lettre. Elle la rangea dans un tiroir, avec d'autres souvenirs d'une vie passée. Puis elle rejoignit Pierre qui travaillait dans le potager. Ils avaient prévu d'aller au cinéma ce soir-là, puis de dîner dans leur petit restaurant italien préféré. La vie continuait, belle et simple, remplie de ces petits bonheurs quotidiens qu'elle avait appris à chérir. Pour découvrir plus d'histoires vraies et touchantes, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne. La véritable vengeance de Marguerite n'avait pas été de détruire Robert, mais de se reconstruire elle-même. Elle ne l'avait pas fait par rancœur ou par désir de le faire souffrir. Elle l'avait fait par nécessité, pour survivre, pour retrouver sa dignité, pour redevenir un être humain complet et non plus seulement l'ombre de quelqu'un d'autre. Et dans ce processus de reconstruction, elle avait découvert qu'elle était bien plus forte, bien plus capable, bien plus intéressante qu'elle ne l'avait jamais cru. Robert avait pensé qu'en la traitant de vieille femme, il affirmait une vérité. Il avait pensé qu'à 68 ans, la vie de Marguerite était essentiellement terminée, qu'elle n'avait plus rien à offrir, plus rien à vivre. Il s'était trompé. Marguerite avait prouvé que l'âge n'est qu'un chiffre, que la vie peut recommencer à tout moment, que le bonheur n'a pas de date de péremption. Ses enfants lui disaient souvent qu'elle était leur inspiration, leur modèle. Claire lui avait confié qu'elle avait appris, grâce à elle, qu'une femme ne devait jamais renoncer à elle-même pour quelqu'un d'autre, même par amour. Thomas lui avait dit qu'elle lui avait enseigné la vraie définition du courage, celle qui consiste non pas à ne jamais tomber, mais à toujours se relever. Sophie, de son côté, lui avait dit que son parcours l'avait aidé à comprendre qu'il n'était jamais trop tard pour poursuivre ses rêves. Les petits-enfants adoraient leur grand-mère, cette femme pétillante qui leur racontait des histoires, qui les emmenait au théâtre, qui leur faisait découvrir la poésie en se promenant dans les parcs.
Elle était pour eux l'incarnation de la joie de vivre, de la résilience, de la force tranquille. Ils ne connaissaient pas vraiment l'histoire de ce qui s'était passé entre leurs grands-parents, mais ils sentaient que leur grand-mère était quelqu'un de spécial, quelqu'un qui avait traversé des épreuves et en était sorti plus forte. Un soir d'hiver, 5 ans après le divorce, Marguerite reçut un appel de Claire. Son père avait fait un malaise cardiaque et se trouvait à l'hôpital. L'état était stable, mais il demandait à voir Marguerite. Claire avait hésité à transmettre le message, ne voulant pas bousculer sa mère, mais elle avait pensé que celle-ci devait au moins savoir. Marguerite resta silencieuse un long moment. Pierre, qui lisait à côté d'elle, leva les yeux et lui prit la main. Que voulait-elle faire? Marguerite ne savait pas. Une partie d'elle n'avait aucune envie de revoir Robert, de rouvrir cette porte sur le passé. Mais une autre partie, celle qui avait appris la compassion et le pardon au fil de ces années, lui disait qu'il fallait peut-être y aller, ne serait-ce que pour fermer définitivement ce chapitre de sa vie. Le lendemain matin, Marguerite se rendit à l'hôpital. Elle marchait dans les couloirs aseptisés, son cœur battant un peu plus fort à chaque pas. Quand elle entra dans la chambre, elle trouva Robert allongé dans le lit, l'air fragile et diminué. Il avait tellement vieilli en 5 ans. Ses cheveux étaient devenus complètement blancs, son visage s'était creusé, ses mains tremblaient légèrement. L'homme fier et arrogant qu'il avait chassé de sa vie n'était plus qu'un vieil homme fatigué et seul. Quand Robert la vit, ses yeux se remplirent de larmes. Il essaya de parler, mais sa voix se brisa. Marguerite s'approcha et s'assit sur la chaise à côté du lit. Elle ne dit rien, attendant qu'il trouve ses mots. Finalement, Robert parla, sa voix à peine audible. Il lui dit qu'il était désolé. Désolé pour tout. Désolé d'avoir été aveugle, égoïste, cruel. Il lui dit qu'il avait passé ces 5 dernières années à regretter chaque jour ce qu'il avait fait, à mesurer l'étendue de sa bêtise. Il lui raconta sa solitude, ses regrets, ses nuits blanches à se remémorer tous les moments heureux qu'ils avaient partagés et qu'il avait gaspillés. Il lui dit qu'il avait lu son livre, qu'il s'était reconnu dans le personnage du mari cruel et superficiel, et que cette reconnaissance l'avait détruit. Il avait enfin compris ce qu'il lui avait fait endurer pendant toutes ces années où il l'avait considérée comme acquise, où il ne l'avait vue que comme une domestique et non comme une partenaire. Abonnez-vous pour ne rien manquer de nos histoires inspirantes. Marguerite l'écouta sans l'interrompre. Quand il eut fini, un silence lourd s'installa dans la chambre. Puis Marguerite parla, calmement, posément. Elle lui dit qu'elle lui avait pardonné depuis longtemps, non pas pour lui, mais pour elle-même. Parce que la rancœur et la colère sont des prisons dont on est soi-même le geôlier. Elle lui dit qu'elle avait compris que leur histoire était terminée bien avant qu'il ne la chasse de la maison. Que leur mariage était mort depuis des années, étouffé sous le poids des habitudes et du manque de communication. Elle lui expliqua qu'elle ne le remerciait pas pour la façon dont il l'avait traitée, mais qu'elle reconnaissait que cette épreuve avait été un catalyseur. Sans cette douleur, sans cette humiliation, elle n'aurait jamais trouvé le courage de se réinventer, de redécouvrir qui elle était vraiment. Elle serait restée cette femme effacée, vivant dans l'ombre de son mari, attendant patiemment la mort sans jamais avoir vraiment vécu. Robert pleura ouvertement, ses épaules secouées de sanglots. Il lui demanda si elle pouvait lui pardonner, vraiment. Marguerite réfléchit un moment, puis hocha la tête. Oui, elle lui pardonnait. Mais pardonner ne signifiait pas oublier, ni revenir en arrière. Leur histoire était terminée, et c'était bien ainsi. Chacun avait suivi son chemin, et ses chemins ne se recroiseraient plus. Elle lui souhaitait de trouver la paix, la sérénité, peut-être même le bonheur dans le temps qui lui restait. Elle se leva pour partir, mais Robert la retint par la main. Il lui dit une dernière chose, d'une voix tremblante. Qu'elle était la femme la plus extraordinaire qu'il ait jamais connue, et qu'il n'avait été qu'un imbécile de ne pas s'en rendre compte à temps. Que si c'était à refaire, il ferait tout différemment. Qu'il passerait chaque jour à la chérir, à l'admirer, à la soutenir dans ses rêves au lieu de les étouffer. Marguerite sourit tristement. Mais ce n'était pas à refaire, c'était terminé. Elle retira doucement sa main et se dirigea vers la porte. Sur le seuil, elle se retourna une dernière fois. « Prends soin de toi, Robert. » Et elle partit, fermant doucement la porte derrière elle. En sortant de l'hôpital, Marguerite sentit un poids immense se soulever de ses épaules. C'était vraiment terminé maintenant. Elle avait fait face à son passé, elle avait accordé son pardon, elle avait tourné la page définitivement.
Elle appela Pierre pour lui dire qu'elle rentrait et qu'elle avait envie de cuisiner son plat préféré ce soir. Elle avait envie de célébrer la vie, le présent, l'avenir. Les mois suivants apportèrent encore plus de changements dans la vie de Marguerite. Son association pour les femmes divorcées prenait de l'ampleur. Elle avait maintenant des bénévoles dans plusieurs villes, et elles aidaient des centaines de femmes chaque année à se reconstruire après un divorce. Marguerite donnait régulièrement des conférences dans des universités, des centres sociaux, des clubs de femmes. Son message était simple mais puissant: il n'est jamais trop tard pour recommencer, pour se réinventer, pour être heureuse. Elle avait également été contactée par une maison d'édition pour écrire un livre de témoignages basé sur les histoires des femmes qu'elle avait aidées. Ce serait un ouvrage collectif, donnant la parole à ces femmes qui avaient été invisibles toute leur vie et qui renaissaient enfin. Marguerite s'était lancée dans ce projet avec enthousiasme, y consacrant plusieurs heures par jour à interviewer les femmes, à retranscrire leurs histoires, à tisser ensemble ces récits de résilience et d'espoir. Pensez à vous abonner pour plus d'histoires vraies qui inspirent et touchent le cœur. Pierre était son plus grand soutien dans tous ses projets. Il l'accompagnait à ses conférences, l'aidait dans ses recherches, relisait ses textes avec attention. Mais il savait aussi quand lui rappeler de ralentir, de prendre du temps pour elle, de profiter simplement du moment présent. Il partait en week-end régulièrement, découvrait de nouveaux endroits, s'offrait de petites escapades romantiques. Leur relation était basée sur le respect mutuel, l'admiration réciproque, et une tendresse profonde qui ne s'était jamais démentie. Un jour, Claire appela Marguerite pour lui annoncer que son père était décédé paisiblement dans son sommeil. Robert avait eu une deuxième crise cardiaque, quelques mois après leur dernière rencontre, et il n'avait pas survécu. Marguerite ressentit une tristesse mélancolique à cette nouvelle. C'était la fin définitive d'un chapitre de sa vie, la disparition de l'homme qu'elle avait aimé autrefois, même si cet homme avait disparu bien avant sa mort physique. Elle assista aux funérailles, assise au fond de l'église avec Pierre. Elle écouta les discours, les hommages, les souvenirs partagés par ceux qui avaient connu Robert dans sa vie professionnelle. Les enfants parlèrent aussi, avec des mots mesurés, reconnaissant les qualités de leur père tout en admettant ses failles. Claire mentionna que son père était mort avec des regrets, mais qu'il avait au moins eu le temps de reconnaître ses erreurs et de demander pardon. Après la cérémonie, plusieurs personnes vinrent saluer Marguerite. Certaines étaient d'anciens amis du couple, qui lui dirent combien ils admiraient sa force et sa dignité. D'autres étaient des collègues de Robert qui lui confièrent, à voix basse, que Robert n'avait jamais cessé de parler d'elle, qu'il avait compris trop tard la valeur de ce qu'il avait perdu. Une vieille voisine lui dit quelque chose qui la marqua: « Vous savez, Marguerite, votre plus grande vengeance a été d'être heureuse. » Il le voyait, et cela le torturait plus que n'importe quelle punition. Marguerite rentra chez elle ce soir-là, pensive. Elle s'assit dans son salon, regardant par la fenêtre le jardin illuminé par la lune. Pierre vint s'asseoir à côté d'elle, passant un bras autour de ses épaules. Elle se blottit contre lui, reconnaissante pour sa présence. Elle pensa à ces 10 dernières années, à tout le chemin parcouru depuis ce matin terrible où Robert l'avait chassée en l'appelant vieille femme. Elle avait accompli tellement de choses. Elle avait retrouvé sa dignité, son identité, sa joie de vivre. Elle avait repris ses études à travers l'enseignement, avait publié 2 livres, avait créé une association qui aidait des centaines de femmes. Elle avait trouvé l'amour, le vrai, celui qui élève au lieu de diminuer. Elle avait des relations profondes et authentiques avec ses enfants et ses petits-enfants. Elle avait des amis, des passions, des projets. Si quelqu'un lui avait dit, ce matin fatidique il y a 10 ans, que sa vie deviendrait si riche et si pleine, elle ne l'aurait jamais cru. Elle se serait imaginée seule, malheureuse, diminuée. Au lieu de cela, elle était épanouie, entourée, respectée. Elle avait transformé la plus grande trahison de sa vie en opportunité de renaissance. Abonnez-vous maintenant pour ne manquer aucune de nos histoires de courage et de résilience. Les années continuèrent de s'écouler, douces et paisibles. Marguerite vieillissait avec grâce, acceptant les marques du temps sur son corps tout en gardant son esprit vif et curieux. Elle avait désormais des arrière-petits-enfants, qui l'appelaient affectueusement Mamie Margot et adoraient ses histoires. Elle leur parlait de tout, sauf de Robert. Cette partie de sa vie était si lointaine maintenant qu'elle semblait appartenir à quelqu'un d'autre. Son deuxième livre, celui des témoignages collectifs, était devenu un succès inattendu. Il avait touché des milliers de femmes à travers le pays, devenant une sorte de manifeste pour toutes celles qui pensaient qu'il était trop tard pour changer leur vie.
Des groupes de lecture s'étaient formés autour de ce livre, des clubs de discussion, des ateliers de réflexion. Marguerite était devenue, malgré elle, une figure du féminisme senior, donnant une voix à une génération de femmes souvent ignorées par les médias et la société. Elle avait même été invitée à témoigner devant une commission parlementaire sur les droits des femmes seniors et les discriminations liées à l'âge dans les divorces. Elle avait parlé avec passion et conviction de la nécessité de protéger les femmes qui avaient sacrifié leur carrière pour leur famille, de reconnaître la valeur du travail domestique, d'assurer une retraite décente à celles qui n'avaient jamais cotisé parce qu'elles étaient restées au foyer. Son combat avait porté ses fruits. Une loi avait été votée, renforçant les droits des conjoints en cas de divorce après une longue union, particulièrement pour ceux qui avaient renoncé à leur carrière. Cette loi portait informellement le nom de loi Marguerite dans les cercles militants, même si officiellement elle avait un titre plus bureaucratique. Marguerite était fière de cet héritage, sachant que son expérience personnelle avait contribué à améliorer la vie de milliers d'autres femmes. Pierre et elle avaient décidé de s'installer à la campagne, dans une vieille maison qu'ils avaient rénovée ensemble. Ils cultivaient un grand jardin, élevaient quelques poules, accueillaient régulièrement enfants et petits-enfants pour de longues tablées dominicales. C'était une vie simple mais profondément satisfaisante, ancrée dans le présent et tournée vers l'avenir à travers les générations qui les suivaient. Un après-midi d'été, alors que Marguerite jardinait tranquillement, elle entendit la voix de sa petite-fille Louise, maintenant âgée de 16 ans, qui l'appelait. Louise avait un devoir à faire pour l'école sur les femmes inspirantes dans sa famille. Elle voulait interviewer sa grand-mère. Marguerite sourit, ôta ses gants de jardinage et s'assit à l'ombre d'un arbre avec Louise. Et la jeune fille posa ses questions, prenant des notes consciencieusement. Quel avait été le moment le plus difficile de sa vie? Comment avait-elle trouvé la force de continuer? Qu'est-ce qu'elle dirait à une femme qui traverse une épreuve similaire? Marguerite répondit avec honnêteté, racontant son histoire sans phare mais aussi sans amertume. Elle parla de la douleur, de la honte, de la peur. Mais elle parla surtout de la découverte, de la renaissance, de la joie inattendue de devenir enfin soi-même. N'hésitez pas à vous abonner pour découvrir d'autres récits aussi bouleversants et inspirants. Louise l'écoutait avec de grands yeux. À la fin de l'interview, elle posa son stylo et regarda sa grand-mère avec admiration. Tu sais, mamie, tu es mon héroïne. Tu m'as appris qu'on peut tout surmonter, qu'il ne faut jamais laisser personne définir notre valeur, et qu'il n'est jamais trop tard pour être heureuse. Quand je serai grande, je veux être forte comme toi. Marguerite sentit les larmes lui monter aux yeux. Elle prit la main de Louise dans la sienne. Tu es déjà forte, ma chérie. Tu as juste besoin de le savoir, de le croire. Et souviens-toi toujours de ceci, ta valeur ne dépend de personne d'autre que toi. Ne laisse jamais un homme, ou qui que ce soit, te dire qui tu es ou ce que tu vaux. Tu es extraordinaire simplement parce que tu existes, et personne n'a le droit de te diminuer. Louise serra sa grand-mère dans ses bras, et Marguerite comprit que c'était là sa vraie victoire. Non pas d'avoir puni Robert, non pas d'avoir gagné au divorce, non pas d'avoir réussi professionnellement ou personnellement. Sa vraie victoire était là, dans cette transmission de force, de résilience, de confiance en soi d'une génération à l'autre. Elle avait transformé sa douleur en leçon, son humiliation en enseignement, sa chute en envol. Ce soir-là, alors que le soleil se couchait sur leur jardin et que Pierre préparait le dîner dans la cuisine en fredonnant une vieille chanson, Marguerite s'assit sur le banc de leur terrasse et repensa à tout son parcours. Si elle pouvait revenir en arrière, changerait-elle quelque chose? Empêcherait-elle Robert de la quitter? La réponse était clairement non. Cette épreuve, aussi terrible qu'elle ait été sur le moment, avait été le catalyseur de sa transformation. Elle l'avait forcé à sortir de sa zone de confort, à questionner des décennies d'habitudes et de croyances, à découvrir qui elle était vraiment sous les couches de conditionnement social et d'attente familiale. Sans cette douleur, elle serait restée Marguerite l'épouse de Robert, Marguerite la mère de famille, Marguerite l'effacée. Grâce à cette épreuve, elle était devenue Marguerite tout court, une personne à part entière, complexe et complète. Elle pensait à toutes les femmes qu'elle avait aidées au fil des années, toutes ces histoires similaires à la sienne. Des femmes abandonnées après des décennies de mariage, jetées comme de vieux meubles dont on n'a plus l'usage. Des femmes qui croyaient que leur vie était finie, qu'elles n'avaient plus rien à offrir. Et qui découvraient, avec du soutien et de l'encouragement, qu'elles avaient en elles des trésors insoupçonnés de force, de créativité, de résilience. Il y avait Françoise,
qui à 65 ans avait ouvert un café littéraire qui était devenu le cœur culturel de son village. Il y avait Anne-Marie, qui était retournée à l'université à 68 ans pour finir le diplôme d'histoire qu'elle avait abandonné 40 ans plus tôt. Il y avait Sylviane, qui avait lancé une ligne de vêtements pour femmes seniors, refusant l'invisibilité que la société voulait leur imposer. Il y avait Jeanne, qui était partie faire le tour du monde en sac à dos à 70 ans. Soutenez-nous en vous abonnant pour plus de témoignages bouleversants et inspirants. Toutes ces femmes avaient cru que leur vie était finie quand leur mari les avait quittées. Toutes avaient découvert que c'était en fait le début d'un nouveau chapitre, peut-être le plus beau de leur existence. Et Marguerite était fière d'avoir été là pour les guider, pour leur montrer le chemin, pour leur tenir la main pendant les moments difficiles. Son téléphone sonna, la sortant de ses réflexions. C'était Claire, qui appelait pour lui raconter sa journée et prendre des nouvelles. Elles parlèrent longuement, riant de petites anecdotes, échangeant des conseils, planifiant la prochaine réunion familiale. Quand elle raccrocha, Marguerite sourit. Ses relations avec ses enfants n'avaient jamais été aussi bonnes. Le divorce avait été douloureux pour eux aussi, mais il avait finalement permis une honnêteté nouvelle dans leur relation. Ils ne parlaient plus seulement de choses superficielles, mais de vraies choses, de sentiments, d'espoir, de peur. Pierre sortit sur la terrasse, 2 verres de vin à la main. Il s'assit à côté d'elle et ils trinquèrent en silence, regardant les étoiles commencer à apparaître dans le ciel qui s'assombrissait. « À quoi penses-tu ? demanda Pierre. Marguerite sourit. « Je pense que la vie est étrange. Je pense que parfois les pires choses qui nous arrivent sont en fait des cadeaux déguisés. Je pense que je suis heureuse, vraiment heureuse, et que je ne l'aurais jamais été si ma vie n'avait pas explosé il y a 15 ans. Pierre lui prit la main. Tu es une femme extraordinaire, Marguerite. Tu as transformé la trahison en triomphe, la douleur en sagesse, la fin en commencement. Tu inspires tellement de gens, moi le premier. Marguerite posa sa tête sur son épaule. Nous inspirons tous quelqu'un, Pierre. L'important est de se souvenir que nous avons tous cette force en nous. Il faut juste parfois traverser l'enfer pour la découvrir. Ils restèrent ainsi longtemps, dans le silence confortable de 2 personnes qui n'ont pas besoin de mots pour se comprendre. Marguerite pensait à Robert, pour la première fois depuis longtemps sans aucune trace d'amertume. Elle lui souhaitait de trouver la paix, où qu'il soit maintenant. Elle lui était même reconnaissante, d'une certaine façon, car sans lui, sans sa cruauté, sans ces mots terribles qu'il avait anéantis sur le moment, elle ne serait pas devenue la femme qu'elle était aujourd'hui. Vieille femme. Ces mots avaient été une malédiction sur le moment. Avec le recul, ils avaient été une libération. Ils l'avaient forcée à partir, certes, mais à partir vers elle-même, vers sa vraie vie, vers son authentique bonheur. Robert avait cru la détruire, mais il lui avait en fait offert le plus beau cadeau, la liberté d'être enfin qui elle était vraiment. Et quelle vengeance plus douce que celle-là ? Robert était mort seul, rongé de regrets, ayant gaspillé les dernières années de sa vie dans la solitude et le remords. Marguerite, elle, vivait pleinement, entourée d'amour, de respect, d'admiration. Elle avait transformé sa vie en œuvre d'art, en message d'espoir, en testament vivant de la puissance de la résilience humaine. Abonnez-vous pour ne manquer aucun de nos récits inspirants. Et la nuit était maintenant complètement tombée, et le jardin était illuminé par la douce lumière de la lune et des étoiles. Marguerite se leva, tendit la main à Pierre, et ils rentrèrent ensemble dans leur maison chaleureuse. Demain serait une autre journée magnifique, remplie de projets, de rires, de petits bonheurs. Et Marguerite l'accueillerait avec gratitude, comme elle accueillait désormais chaque jour depuis qu'elle avait appris la plus importante des leçons. Le bonheur n'est pas quelque chose qui nous arrive, c'est quelque chose que nous choisissons, que nous créons, que nous construisons jour après jour. Mais l'histoire de Marguerite ne s'arrête pas là. Les années continuèrent à défiler, chacune apportant son lot de découvertes et d'accomplissements. À 75 ans, Marguerite décida de se lancer dans un nouveau projet ambitieux, créer un centre de formation pour les femmes seniors qui voulaient se réinsérer sur le marché du travail. Elle avait remarqué que beaucoup de femmes qu'elle aidait voulaient reprendre une activité professionnelle, mais se heurtaient à des difficultés énormes. Les employeurs ne voulaient pas d'elles, jugeant qu'elles étaient trop vieilles, trop déconnectées du monde moderne, trop coûteuses à former. Marguerite savait que c'était faux. Ces femmes avaient une expérience de vie immense, une capacité d'adaptation que seule l'adversité peut forger, et une motivation que les jeunes employés n'avaient pas toujours. Elles méritaient une seconde chance.
Elle entreprit donc de monter ce centre, démarchant des subventions, contactant des entreprises, formant une équipe de formateurs bénévoles. Ce fut un travail titanesque, mais Marguerite ne connaissait plus les limites. Elle avait découvert qu'à son âge, elle avait encore tant à donner. Le centre ouvrit ses portes 2 ans plus tard, dans un bâtiment réhabilité en plein centre-ville. Il proposait des formations en informatique, en langues étrangères, en gestion, en communication. Mais il offrait aussi quelque chose de plus précieux, un soutien psychologique, un accompagnement personnalisé, une communauté de femmes qui se soutenaient mutuellement. Le succès fut immédiat. Les demandes affluèrent de toute la région. Des journalistes vinrent faire des reportages. Des politiciens visitèrent le centre et vantèrent l'initiative. Marguerite était devenue une personnalité locale reconnue. On l'invitait à des colloques, à des émissions de télévision, à des événements caritatifs. Elle utilisait cette visibilité pour faire passer ses messages, sur la discrimination liée à l'âge, sur la nécessité de valoriser les seniors, sur l'importance de ne jamais abandonner ses rêves. Elle était devenue la voix de toutes ces femmes qu'on avait fait taire pendant des décennies, et elle comptait bien la faire entendre haut et fort. Si cette histoire vous touche, abonnez-vous à notre chaîne pour découvrir d'autres récits inspirants. Un jour, Marguerite reçut une lettre qui la surprit profondément. C'était de Valérie, l'ancienne maîtresse de Robert. Elle lui écrivait pour s'excuser, des années après les faits. Valérie expliquait qu'elle avait elle-même vécu un divorce douloureux récemment. Son deuxième mari, celui avec qui elle était partie après avoir quitté Robert, l'avait quittée pour une femme plus jeune. L'ironie de la situation ne lui avait pas échappé. Elle comprenait maintenant ce qu'elle avait fait subir à Marguerite, la douleur qu'elle avait contribué à infliger. Elle demandait pardon, sans espérer vraiment l'obtenir, mais parce qu'elle avait besoin de le dire. Marguerite lut la lettre plusieurs fois. Une partie d'elle voulait la déchirer, refuser ce pardon tardif d'une femme qui avait détruit sa vie. Mais une autre partie, celle qui avait appris la compassion et l'empathie au fil des années, comprenait la douleur de Valérie. Elle aussi avait été une victime, à sa façon, victime d'un système qui apprend aux femmes à se mesurer par leur capacité à séduire et retenir un homme. Elle lui répondit donc, une lettre courte mais sincère, où elle disait qu'elle lui pardonnait, qu'elle espérait que Valérie trouverait sa propre voie et apprendrait à exister par elle-même, et non à travers le regard d'un homme. Cette correspondance fut le point de départ d'une amitié inattendue. Valérie vint visiter le centre de Marguerite, impressionnée par tout ce qu'elle avait accompli. Elle proposa son aide, offrant ses compétences en marketing digital pour faire connaître le centre. Marguerite accepta, voyant là une opportunité de boucler la boucle, de transformer même cette partie sombre de son histoire en quelque chose de positif. Travailler ensemble fut étrange au début, mais elles découvrirent qu'elles avaient plus en commun qu'elles ne l'auraient cru. Toutes deux avaient été définies par leur relation aux hommes, et toutes deux apprenaient maintenant à se définir elles-mêmes. Les médias adorèrent cette histoire quand elle fut rendue publique. L'ex-épouse et l'ex-maîtresse travaillant ensemble pour aider d'autres femmes, c'était un récit de réconciliation et de sororité qui touchait profondément. Elles donnèrent quelques interviews ensemble, expliquant que les vrais ennemis des femmes n'étaient pas les autres femmes, mais les structures sociales qui les montaient les unes contre les autres. Leur message résonna auprès de milliers de femmes qui avaient vécu des situations similaires. Pierre regardait tout cela avec admiration et un peu d'amusement. Il disait souvent à Marguerite qu'elle avait le don de transformer la boue en or, les ennemis en alliés, les drames en triomphe. Marguerite répondait en riant qu'elle n'avait pas de pouvoir magique, juste une obstination maladive à refuser que sa vie soit définie par les actions des autres. Elle était l'architecte de son existence, et elle avait décidé de construire quelque chose de beau. À 80 ans, Marguerite fut nommée chevalier de la Légion d'honneur pour son engagement associatif et son combat pour les droits des femmes seniors. La cérémonie eut lieu dans un cadre solennel, en présence de nombreuses personnalités. Toute sa famille était là, ses 3 enfants, ses 8 petits-enfants, ses 4 arrière-petits-enfants. Pierre était à ses côtés, fier comme jamais. Quand on épingla la médaille sur sa poitrine, Marguerite sentit les larmes couler sur ses joues. Des larmes de joie, de fierté, de gratitude pour ce parcours incroyable que la vie lui avait offert. Abonnez-vous maintenant pour ne manquer aucune de nos histoires de courage et de triomphe. Dans son discours de remerciement, Marguerite parla de toutes les femmes qui n'avaient pas eu sa chance, qui n'avaient pas trouvé la force de se relever, qui étaient restées prisonnières de leur douleur et de leur humiliation.
Elle dédia cette distinction à toutes ces femmes invisibles, ces héroïnes du quotidien qui avaient sacrifié leur vie pour les autres et qui méritaient reconnaissance et respect. Elle rappela que la société devait changer, que les femmes ne devaient plus être évaluées à l'aune de leur âge, de leur apparence, de leur utilité domestique. Elles étaient des êtres humains complets, avec des talents, des rêves, des droits. Son discours fut applaudi debout. Plusieurs personnes dans l'assistance avaient les larmes aux yeux. Une jeune femme vint la voir après la cérémonie et lui dit que sa grand-mère avait vécu une situation similaire à la sienne, mais qu'elle n'avait jamais réussi à s'en remettre. Elle était morte seule et amère, convaincue qu'elle ne valait plus rien. Cette jeune femme remercia Marguerite d'exister, de montrer qu'une autre voie était possible, de donner espoir à toutes celles qui pensaient que leur vie était finie. Marguerite serra cette jeune femme dans ses bras, profondément émue. C'était pour des moments comme celui-ci qu'elle continuait, malgré la fatigue, malgré l'âge, malgré les obstacles. Chaque femme qu'elle aidait, chaque vie qu'elle touchait, c'était une victoire sur l'injustice, sur le mépris, sur l'invisibilisation. C'était sa façon de dire au monde que les femmes de son âge comptaient, qu'elles avaient de la valeur, qu'elles méritaient respect et admiration. Le centre de formation continuait de prospérer. Des succursales avaient été ouvertes dans d'autres villes, reproduisant le modèle créé par Marguerite. Des centaines de femmes avaient retrouvé un emploi grâce à ces formations, avaient recommencé une carrière, avaient gagné leur indépendance financière. Certaines avaient même créé leur propre entreprise, inspirées par l'exemple de Marguerite. Le centre était devenu bien plus qu'un lieu de formation, c'était un symbole d'espoir, un phare pour toutes celles qui naviguaient dans les eaux troubles du divorce et de la réinvention de soi. Marguerite avait également inspiré des changements législatifs plus larges. Suite à son témoignage et à celui de nombreuses autres femmes, de nouvelles lois avaient été votées pour mieux protéger les conjoints économiquement dépendants en cas de divorce. Les pensions compensatoires étaient désormais calculées plus équitablement, tenant compte des sacrifices professionnels faits pendant le mariage. Les années passées à élever des enfants étaient mieux valorisées dans le calcul des retraites. C'était encore imparfait, mais c'était un progrès. Un matin d'automne, alors que Marguerite se promenait dans un parc près de chez elle, elle croisa une femme d'une soixantaine d'années assise sur un banc, l'air perdu et désemparé. Quelque chose dans son attitude rappela à Marguerite celle qu'elle avait été 15 ans plus tôt. Elle s'approcha et demanda doucement si tout allait bien. La femme leva vers elle un regard noyé de larmes et lui raconta son histoire. Son mari venait de la quitter après 35 ans de mariage. Il lui avait dit qu'elle était devenue ennuyeuse, qu'elle ne s'occupait pas assez d'elle, qu'il avait besoin de nouveautés. Elle se sentait vieille, inutile, détruite. N'oubliez pas de vous abonner pour suivre d'autres histoires bouleversantes et inspirantes. Marguerite s'assit à côté d'elle et lui prit la main. Elle lui raconta sa propre histoire, comment elle aussi avait été traitée de vieille femme, comment elle aussi avait cru que sa vie était finie. Puis elle lui raconta sa renaissance, ses découvertes, ses accomplissements. Elle lui expliqua qu'elle comprenait sa douleur, mais que cette douleur n'était pas une fin, c'était un commencement. Que cette épreuve, aussi terrible soit-elle, pouvait être l'opportunité de découvrir enfin qui elle était vraiment, sans les attentes et les limitations imposées par son mariage. Et la femme écoutait, oscillant entre incrédulité et espoir. C'était possible, vraiment ? De recommencer à son âge ? D'être heureuse à nouveau ? Marguerite lui assura que oui, absolument. Elle lui donna sa carte, l'invita à passer au centre, à rencontrer d'autres femmes qui avaient vécu la même chose. Elle lui dit que la route serait difficile, qu'il y aurait des hauts et des bas, mais qu'au bout du chemin, il y avait une vie authentique et épanouissante qui l'attendait. Quelques semaines plus tard, cette femme, qui s'appelait Catherine, vint au centre. Elle s'inscrivit aux ateliers, commença à suivre les formations, participa au groupe de parole. Marguerite la vit se transformer peu à peu, retrouver confiance en elle, recommencer à sourire. 6 mois plus tard, Catherine avait trouvé un emploi dans une bibliothèque, elle avait déménagé dans un joli petit appartement, elle s'était fait de nouvelles amies. Elle rayonnait. Et elle disait à qui voulait l'entendre que Marguerite avait sauvé sa vie, qu'elle était son ange gardien. Marguerite souriait en entendant cela. Elle n'était l'ange gardien de personne. Elle était simplement une femme qui avait traversé l'enfer et qui tendait maintenant la main à celle qui s'y trouvait encore. Elle était la preuve vivante qu'il était possible de survivre, de se reconstruire, de s'épanouir.
Et si son histoire pouvait servir de phare dans la nuit pour d'autres femmes, alors tout ce qu'elle avait vécu en valait la peine. À 82 ans, Marguerite écrivit son 3e livre. C'était un ouvrage plus personnel, presque autobiographique, où elle détaillait son parcours complet, de la jeune femme amoureuse à la militante respectée qu'elle était devenue. Elle y parlait avec honnêteté de ses doutes, de ses peurs, de ses moments de faiblesse. Elle y parlait aussi de ses joies, de ses découvertes, de ses fiertés. Le livre s'intitulait simplement Renaître et il devint rapidement un best-seller, touchant des lecteurs de tous âges et de tous horizons. Des hommes lui écrivirent pour dire que son livre leur avait ouvert les yeux sur la façon dont il traitait leur épouse. Des jeunes femmes lui écrivirent pour dire qu'elles ne laisseraient jamais personne les diminuer comme elles l'avaient été. Des femmes âgées lui écrivirent pour la remercier de leur avoir redonné espoir. Marguerite lisait chaque lettre avec attention, touchée par ces témoignages, heureuse de savoir que son histoire faisait écho dans tant de vies différentes. Pierre, maintenant âgé de 85 ans, restait son plus fervent supporter. Sa santé déclinait doucement, mais son esprit restait vif et son amour pour Marguerite intact. Il lui disait souvent qu'elle était la plus belle chose qui lui soit arrivée dans sa vie, qu'il était honoré d'avoir partagé ces années avec elle. Marguerite lui répondait qu'elle ressentait la même chose, que leur amour lui avait montré ce qu'une vraie relation devait être, un partenariat égalitaire, basé sur le respect mutuel et l'admiration réciproque. Soutenez notre chaîne en vous abonnant pour découvrir plus de récits de résilience et d'espoir. Un jour, alors qu'ils étaient assis dans leur jardin, Pierre prit la main de Marguerite et lui dit quelque chose qui la marqua profondément. « Tu sais, Marguerite, si Robert ne t'avait pas fait ce qu'il t'a fait, nous ne nous serions jamais retrouvés. Je ne peux pas dire que je suis heureux de ta souffrance, mais je suis infiniment reconnaissant pour le chemin qui t'a mené jusqu'à moi. Tu as transformé le pire moment de ta vie en quelque chose de magnifique, non seulement pour toi mais pour des milliers d'autres. C'est un cadeau extraordinaire que tu as fait au monde. » Marguerite réfléchit à ces paroles longtemps après que Pierre les ait prononcées. C'était vrai, en un sens. Si sa vie avec Robert avait continué comme avant, elle serait restée cette femme effacée, vivant dans l'ombre, sans jamais réaliser son potentiel. Elle aurait peut-être été satisfaite, dans une certaine mesure, mais elle n'aurait jamais connu cette plénitude, cette joie profonde d'être pleinement soi-même. Le prix à payer avait été terrible, mais le résultat en valait peut-être la peine. Elle pensa à Robert, décédé depuis maintenant près de 10 ans. Elle se demandait parfois s'il avait réalisé, avant de mourir, l'ampleur de son erreur. Pas seulement l'erreur de l'avoir quitté, mais l'erreur plus profonde de ne l'avoir jamais vraiment vu, de ne jamais avoir cherché à connaître la femme derrière l'épouse et la mère. Il avait vécu à ses côtés pendant 30 ans sans jamais vraiment la connaître. C'était peut-être la plus grande tragédie de leur histoire. Mais Marguerite ne s'attardait plus sur ses pensées. Le passé était le passé, et elle avait un présent et un avenir bien trop riches pour perdre du temps en regrets. Son agenda était toujours rempli de projets, de rendez-vous, d'engagements. Elle donnait encore des conférences, animait des ateliers, conseillait les responsables du centre. Elle continuait d'écrire, tenant un blog très suivi où elle partageait ses réflexions sur le vieillissement, les droits des femmes, la recherche du bonheur. Elle voyageait aussi, beaucoup, découvrant des pays et des cultures qu'elle n'avait jamais eu l'occasion d'explorer pendant son mariage. Elle était allée au Japon admirer les cerisiers en fleurs, en Islande voir les aurores boréales, en Inde découvrir les palais du Rajasthan. Parfois Pierre l'accompagnait, parfois elle partait seule ou avec des amis. Elle avait appris à apprécier la solitude, à y trouver non pas de l'isolement mais de la liberté. Ainsi se termine l'histoire de Marguerite, une femme qui a été appelée vieille et qui a prouvé qu'elle était en fait intemporelle, une femme qui a été rejetée et qui s'est reconstruite plus forte que jamais, une femme qui a transformé la plus grande trahison de sa vie en la plus belle des renaissances. Sa vengeance n'a pas été violente ni cruelle. Elle a simplement été de vivre, pleinement, joyeusement, authentiquement. Et c'était la plus terrible des vengeances pour celui qui l'avait sous-estimé, car elle prouvait qu'il avait eu tort sur toute la ligne. Marguerite n'était pas une vieille femme à jeter. Elle était une femme magnifique qui n'avait fait que commencer à briller, et qui continuerait à illuminer le chemin pour d'innombrables autres femmes longtemps après elle.